Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Covid-19 à vos questions. Pour aborder le protocole d'investigation des cas confirmés du coronavirus, nous avons avec nous sur ce plateau ce soir le docteur Eric Niasounou. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste, médecin chef de la commune du Golfe 7, coordinateur des activités d'intervention rapide dans la zone d'Ali Dogomé. Tout à fait. Alors dites-nous, pour entrer dans le vif du sujet, qu'entend-on par cas confirmé? Un cas confirmé, c'est un cas chez qui on suspecte la Covid-19, chez qui on a fait un prélèvement qu'on a amené au laboratoire, et après les années de laboratoire, il s'avère qu'on a trouvé le virus dans cet échantillon. C'est dans ce cas qu'on parle de cas confirmé. Est-ce que vous venez de nous décrire le déroulé du protocole d'investigation? Oui, c'est un peu ça. Puis ça commence toujours par la détection du cas confirmé. C'est après la détection du cas confirmé que vient le processus d'investigation autour du cas confirmé. Mais dites-nous, quelle est l'utilité d'une investigation autour des cas confirmés? L'utilité, c'est que ça permet de comprendre comment la personne qui est cas confirmé a pu attraper la maladie. Donc, pour avoir les circonstances dans lesquelles cette contamination a été faite, et aussi pour recueillir les personnes qui ont été en contact avec cette personne, c'est-à-dire les personnes qui ont eu un contact étroit, bien indirect avec cette personne, pour qu'on puisse briser rapidement la chaîne de transmission. Parce que si cette chaîne n'est pas brisée rapidement, la maladie peut se propager dans la communauté. Et c'est ça qu'on veut éviter. Alors, quand est-ce qu'on est un cas contact? Un cas contact, c'est quelqu'un qui a eu un contact étroit, soit direct, ou bien a partagé peut-être le même environnement pendant un certain nombre de temps avec le cas confirmé. Et c'est cette personne-là qu'on désigne comme des cas contacts. Mais dans la façon de se faire, on parle souvent de 14 jours, de 48 heures. Quelle est la précision qu'il faut donner à ce sujet? Oui, 14 jours parce que c'est le temps d'incubation moyenne de la maladie à Covid-19. Parce que le temps d'incubation, c'est quoi? Le temps d'incubation, c'est le temps qui sépare le moment où on entre en contact avec le virus et le moment où les premiers symptômes apparaissent. C'est ce temps-là qu'on appelle le temps d'incubation. Donc, c'est pourquoi souvent on recueille les cas contacts, des cas confirmés. On remonte pour recueillir ces cas contacts-là, on recueille les personnes avec lesquelles il a eu des contacts 14 jours avant la détection de la maladie. Est-ce que c'est le même procédé pour ceux qui sont asymptomatiques? Oui, c'est la même chose. Si un cas confirmé est asymptomatique, on lui pose des questions pour pouvoir recueillir les personnes contacts avec lesquelles il a eu des contacts ces 14 derniers jours avant sa détection. Mais est-il aussi évident que cela? C'est pas toujours facile. C'est comme un travail de policier. Parce que les cas confirmés ne sont pas toujours coopérants ou bien ne se souviennent pas toujours totalement de toutes les personnes avec lesquelles ils ont eu des contacts. Ce qui fait que quelquefois on peut avoir un certain nombre de contacts peut-être au jour J où on voit la personne et quelques jours après la personne peut se rappeler que telle personne je l'avais oubliée, j'avais contact avec elle à ce moment. Donc on peut la prendre aussi en compte dans la liste de cas contacts aussi. Que le cas soit moins coopérant ou qu'il ait oublié ceux avec qui il a eu un contact, comment procédez-vous dans les deux situations? Dans le cas où la personne est coopérante, c'est plus aisé pour nous. Donc, on peut recueillir facilement et puis faire un suivi de cette personne-là. Et ce suivi, ça se fait comment? Ça se fait à domicile. Puisque le cas contact doit être en confinement à domicile. Donc, une équipe est chargée de se rendre chez ces personnes-là, de leur poser certaines questions pour voir leur état de santé. Est-ce qu'ils commencent à présenter des signes de la Covid ou non? Est-ce que... comment ils se sentent, tout ça là. Et puis il y a des symptômes qui apparaissent déjà, on peut faire déjà un prélèvement pour voir si la personne n'est pas déjà infectée ou pas. Dans le cas où la personne ne présente pas encore de symptômes, on procède à des tests, soit au 7e jour et au 16e jour après le contact. Et quand ces deux tests sont négatifs, on considère que ce cas contact-là n'est pas infecté, donc il n'est plus suivi. Et dans ce laps de temps, vous avez dit 16e jour et 16e jour. Est-ce qu'il est en isolement ou comment est-ce qu'il... Oui, il est en isolement.
chez lui et il doit respecter les mesures barrières à la maison le temps que le temps de suivi finisse et prendre des cas indemnes de la maladie avant de pouvoir retrouver ses activités normales. Mais à votre niveau, quelle est votre garantie que cette personne respecte l'isolement? On n'a aucune garantie parce qu'on n'est pas tout le temps avec cette personne. Donc il se peut que, et ça arrive même que certaines personnes contactent, sortent de leur domicile, ne respectent pas et souvent ce protocole-là. Ça, on n'a aucune garantie sur ça. Mais on compte sur le propre, comment on l'appelle, je vais dire, le sérieux, bon, en tant que tel, pour pouvoir respecter ce temps de confinement. Dans la commune du Golfe 7, est-ce que vous êtes confronté à ce genre de cas? Ou bien? Oui, on est confronté. Depuis que le premier cas a été détecté au Togo et que les autres cas se sont ajoutés, on a eu des dizaines de cas qu'on a eu dans le Golfe 7 à suivre et pendant le temps de confinement jusqu'à ce qu'ils soient déclarés guéris. Certains, pendant le suivi, sont devenus positifs, sont devenus des cas confirmés et on les a pris en charge après au niveau du centre de traitement. Alors, pour ceux qui sont des cas contacts, quand est-ce qu'il faut aller se faire tester? Pour les cas contacts, selon le protocole de notre pays et du Togo, le premier test se fait au 7e jour après le dernier contact et le second test au 16e jour après le dernier contact. Donc c'est quand le cas contact a fait ces deux tests et que ces deux tests sont négatifs que le suivi s'arrête. Nous allons parler un peu de la rentrée aussi. On sait qu'on a démarré cette semaine, ne serait-ce que le lundi. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont envisagées par rapport à des cas positifs qui soient détectés dans les classes? Comment va fonctionner le protocole? Oui, si des cas positifs sont... Bon, on ne le souhaite pas, mais si ça arrive que dans certaines écoles, on ait soit des élèves ou bien des enseignants qui sont détectés positifs, le protocole qui est en vigueur va continuer à s'appliquer à ces personnes-là. Ces personnes seront isolées de la classe et seront prises en charge au centre de traitement. Et on va recueillir également les personnes contacts de ces personnes et les suivre aussi pendant le temps recommandé. Ça revient peut-être à isoler tout un établissement. Oui, ça peut arriver. On peut en arriver là si on voit que cette personne a un contact avec beaucoup de personnes dans l'établissement. On pourrait arriver peut-être à fermer cet établissement pendant un certain temps. Ça dépend des résultats de l'investigation et on pourrait en arriver là. D'accord. Alors dites-nous, docteur Eric Niassonou, quand il faut gérer une personne asymptomatique, comment y arriver si cette personne ne se veut pas coopératif par rapport à l'isolement? Bon, ça, en fait, ce n'est pas le rôle des EIR, c'est le rôle du centre de prise en charge par rapport à après avoir fait une investigation, on fait notre rapport au centre de prise en charge. Et lorsque ces personnes sont réticentes à pouvoir à se faire prendre en charge au niveau du centre de traitement, on essaie de les convaincre par tous les moyens, soit en passant par des personnes qui ont de l'influence sur eux, pour pouvoir les convaincre que c'est pour leur propre bien et pour le bien de leur entourage que cet isolement est décidé. Et ce n'est pas pour leur nuire, mais c'est pour leur propre bien, pour protéger l'entourage. C'est ça, pour briser la chaîne de transmission, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, à quel niveau se limite, votre intervention? Notre intervention se limite à ce que nous recueillons les informations essentielles sur le cas confirmé et à recueillir les cas contacts de cette personne. Lorsque on arrive à faire ce travail-là, après notre travail, nous arrêtons là-bas et nous confions le cas confirmé au centre de prise en charge qui va procéder au transfert de cette personne vers le centre dédié, soit à l'hôtel Le Bénin ou bien soit au CHR de la commune. Et jusqu'à ce jour, vous avez eu droit à combien de cas? Si je vais dire, dans la zone Adido-Gomé, on peut dire qu'on est actuellement à 254 confirmés que nous avons gérés depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qui explique selon vous cette propension à Adido-Gomé? Bon, ce n'est pas seulement à Adido-Gomé seul qu'il y a beaucoup de cas, mais il faut dire que ces cas, on a une recrudescence des cas confirmés ces dernières semaines.
Et cela est dû au relâchement dans le respect des mesures barrières. Et les gens ne portent plus systématiquement les bavettes comme cela se faisait il y a quelques mois. Et les gens, comment on l'appelle, ne se lavent plus régulièrement les mains. Quand on leur dit de le faire, ils disent que non, que cette maladie-là, c'est une maladie imaginaire, que ça n'existe pas en Afrique. C'est en quelque sorte un déni de la maladie chez certaines personnes, qui fait qu'ils ne respectent plus les mesures barrières. Ils se disent que c'est une maladie qui est plus en Europe ou aux États-Unis, parce que le nombre de cas est plus élevé là-bas qu'en Afrique. Donc, ils se disent qu'il n'y a pas ça en Afrique, il n'y a pas ça au Togo. Donc, il y a un laisser-aller qui fait que le virus se propage davantage dans la population et on rencontre beaucoup plus de cas confirmés. Et est-ce là une difficulté que vous avez sur le terrain? Tout à fait, parce que ça donne beaucoup plus de travail aux équipes, ce qui épuise davantage les équipes. Donc, c'est pas du tout facile ces temps-ci, mais on essaie de faire de notre mieux pour que ces personnes on puisse les détecter rapidement et les isoler et briser la chaîne de transmission. Pour briser la chaîne de transmission, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, mis à part les mesures barrières? Et briser la chaîne de transmission, ça veut dire qu'il faut d'abord détecter rapidement les cas suspects et les tester. Et comme ça, si on les teste et qu'on trouve certains cas qui sont positifs, on peut se les isoler rapidement du reste de la population pour que le virus ne se propage pas davantage à l'intérieur de la population. C'est comme ça qu'on peut le faire. Et à part le respect des mesures barrières au niveau de l'entourage. Nous parlons de tests. Nous allons suivre ce reportage réalisé par Helmut Pinto, qui a à son micro le coordinateur national de la gestion de la riposte contre le Covid-19, qui fait état de la disponibilité d'une quinzaine de laboratoires pour effectuer les tests de dépistage. Il est désormais possible de se faire dépister du Covid-19 aux 4 coins de la capitale togolaise. Une vingtaine de laboratoires de prélèvement installés à Lomé dans des centres de prise en charge publics et privés. Il y aura 15 formations sanitaires qui appartiennent au chef-lieu de chaque commune dans Lomé. Il y aura 6 cliniques privées. Cette déconcentration devra permettre d'accélérer les tests PCR ainsi que la prise en charge médicale des personnes infectées. Ces cas ont augmenté, donc la charge de travail a augmenté pour le personnel qui fait ce travail-là. C'est ce qui a amené la déconcentration. Dès que le patient arrive, le prélèvement sera fait systématiquement et dirigé au laboratoire, au CHU, campus. La stratégie devra faciliter également la gestion des voyageurs, surtout la délégation égyptienne de football que le Togo s'apprête à accueillir le 17 novembre prochain à Lomé dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Nous venons de suivre le coordinateur national de la gestion de la riposte contre le Covid-19. Docteur Eric Niasounou, avez-vous un commentaire à faire à propos? Oui, et le professeur Djibril Mohamed vient de parler de la déconcentration au niveau de l'organisation des EIR. Et en fait, auparavant, jusqu'à aujourd'hui, on suivait les patients qui étaient cas confirmés étaient pris en charge à l'hôtel Le Bénin et au CHLM commune. La nouveauté maintenant, c'est que ces patients seront pris en charge, surtout les cas asymptomatiques, ou bien qui ont peu de symptômes, seront pris en charge à domicile. C'est la nouveauté. Et aussi, on va maintenant faire il y a beaucoup plus de centres où il y aura des EIR, des équipes de santé pour pouvoir faire les tests. C'est de ça qu'il parlait tout à l'heure dans les centres et avec 15 formations sanitaires dont il parlait dans le Grand Lomé, c'est un projet pilote. Quand ça va bien marcher dans le Grand Lomé, ce sera étendu au reste du pays. Donc, il y aura plus d'équipes pour la prise en charge des cas d'abord pour le prélèvement des cas suspects, pour le suivi des contacts et des voyageurs et une équipe également pour la prise en charge, le suivi des personnes qui sont confirmées mais qui ont peu de symptômes, qui n'ont pas de symptômes du tout à la maison. Permettre aux équipes d'intervention rapide d'intervenir chez les cas confirmés chez eux à la maison, n'est-ce pas une façon d'alourdir leur travail? Non, en fait, c'est pas
Ça se faisait avant. C'est ce qu'on faisait avant. Quand il y avait un cas confirmé auparavant, c'est l'équipe d'information graphique qui allait vers cette personne recueillir, comme je le disais tout à l'heure, les informations sur cette personne et recueillir également les cas contacts. Maintenant, après, il y avait un transfert de ces cas confirmés vers les CHR ou bien l'hôtel de Bénin, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, ce sera plus systématiquement le cas. Si on trouve que la maison de la personne est appropriée pour un isolement et que cette personne est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes de la Covid, ou bien il y a par exemple des symptômes mineurs, on va la garder à la maison et lui faire un suivi. Donc il y aura une équipe qui va venir d'une manière régulière sur cette personne, lui apporter les médicaments s'il le faut et faire les tests et selon le protocole établi aussi. Donc ça va aider surtout les centres de prise en charge à être désengorgés. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de cas, plus de cas que de cas actifs qu'il y a quelques mois. Ce qui fait que tous les centres, l'hôtel Le Bénin et le CHL sont arrivés presque à saturation. Un petit rappel sur les cas actifs, ce que ça veut dire. Les cas actifs, ce sont les cas qui sont encore en suivi au centre de traitement. C'est-à-dire les cas confirmés qu'on a isolés au centre de traitement, qui ne sont pas encore déclarés guéris. Ce sont ces cas-là qu'on appelle cas actifs. Et pour les symptômes mineurs? Les symptômes mineurs, c'est les gens qui ont peut-être des maux de tête, des courbatures, une petite fatigue. C'est ça qu'on appelle les symptômes mineurs. À l'inverse des cas, des symptômes majeurs, comme l'essoufflement, par exemple, ou comme qu'il y a un symptôme majeur de la Covid-19 qui nécessite dans ce cas une hospitalisation. Alors, que comprendre aussi du temps d'incubation et de la période de contagion? Le temps d'incubation, comme je le disais tout à l'heure, c'est le temps qui sépare le moment où la personne entre en contact avec le virus et le moment où les premiers symptômes de la maladie apparaissent. C'est ça qu'on appelle le temps d'incubation. Et pendant ce temps d'incubation, le malade peut contaminer ces personnes qui sont à côté de lui, qui sont très proches, qui ont un contact étroit avec cette personne. Donc la personne est dans ce cas contagieux en ce moment. D'accord, c'est noté. Alors dites-nous, docteur Nyassounou, à suivre les propos de la coordination nationale, est-ce qu'il y a autant à craindre par rapport à la flambée qu'il y a au Togo actuellement? En fait, c'est préoccupant parce que, comme il a dit tout à l'heure, ça augmente la charge de travail au niveau du personnel de santé. Et si on ne fait pas attention, si on ne prend pas des mesures drastiques rapidement, ça pourrait compromettre tous les efforts qu'on a consentis depuis le début de la pandémie. C'est pourquoi il y a eu une nécessité de renforcer le système de prise en charge des cas confirmés et du suivi des voyageurs et des contacts. Et quand vous faites référence aux mesures drastiques, on doit comprendre à nouveau les couvre-feux ou c'est moins que cela? Non, pour le moment, on ne va pas encore arriver là. On va continuer à sensibiliser davantage la population pour que la population puisse prendre conscience que les cas sont en train de flamber, d'augmenter de jour en jour, de semaine en semaine, et que la population doit nous aider à ce que cela ne continue pas dans ce sens. Parce que si ça continue dans ce sens, c'est les hôpitaux qui seront devant déborder. On ne pourra plus bien prendre en charge autant les patients qui sont atteints de la maladie et les patients qui sont atteints des autres maladies aussi. Donc, c'est dans notre intérêt à tous que la population puisse respecter les mesures barrières afin d'arrêter la propagation de cette maladie et d'arrêter la flambée qu'on constate actuellement, surtout dans le Grand Lomé. Comment arriver à réussir cette sensibilisation quand vous nous dites tantôt qu'il y a un certain relâchement que vous constatez sur le terrain? Oui, il faut continuer à trouver de nouvelles moyens pour pouvoir atteindre les personnes, surtout les personnes qui nient la maladie ou bien qui banalisent en quelque sorte l'effet de cette maladie sur la population et qui ne respectent pas du tout les mesures barrières.
Et ça, c'est vraiment important. Donc, continuer à la sensibiliser, mais peut-être d'une autre manière et trouver des moyens, des moyens innovateurs pour pouvoir toucher ces personnes-là afin qu'on puisse avoir un changement de comportement. Et comment procédez-vous avec ceux qui sont asymptomatiques, qui ont la maladie, mais qui n'ont pas de symptômes en tant que tels et qui se refusent à croire qu'ils sont contaminés? Ces cas sont vraiment difficiles à gérer. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de continuer à les sensibiliser. Mais dans les faits, dans les faits de tous les jours, qu'est-ce que vous faites avec les équipes d'intervention rapide? Oui, comme je le disais tout à l'heure, on use de toutes les stratégies pour pouvoir commettre cette personne. Parce que de lui montrer que c'est dans son intérêt et à l'intérêt de la personne avec laquelle elle vit de se faire prendre en charge, d'être isolé à un certain moment de ces personnes qui lui sont proches, qui lui sont chères, pour que le virus on puisse le guérir et qu'il puisse revenir dans son milieu d'habitation et pouvoir reprendre ses activités normalement. Donc, on est de tous les stratagèmes. S'il faut peut-être user et utiliser des gens de la famille qui ont influence sur cette personne pour pouvoir, la convaincre, on use de cela. Quelquefois, on est arrivé à des cas, disons, drastiques, extrêmes. On a dû appeler la FOSAP, quelquefois, pour aller prendre certaines personnes, pour les forcer à pouvoir se faire prendre en charge. Bon, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas ce qu'on veut, mais ce qu'on veut, c'est que les patients puissent coopérer avec les équipes de santé pour leur prise en charge, car c'est pour le bien de nous tous. Quand il y a plein de rumeurs qui existent par rapport à ce virus, ne trouvez-vous pas que les craintes des uns et des autres sont des fois justifiées par rapport à la FOSAP ou à ces forces d'intervention, à ces équipes d'intervention, je voudrais dire? Bon, je ne pense pas que ces rumeurs soient forcément liées à la FOSAP ou bien soit aux équipes d'intervention rapide. Bon, mais peut-être par rapport aux informations qui circulent sur la COVID-19, que les gens disent que c'est une maladie qui n'existe pas, par exemple, que c'est une maladie imaginaire, que ça n'existe pas en Afrique. Donc, ça fait que quelquefois, quand on détecte certaines personnes, on leur dit qu'ils sont positifs, ils doivent se faire prendre en charge. Et ils se disent non, que ça, c'est pas vrai, qu'eux ne peuvent pas avoir la maladie-là, que cette maladie-là, c'est pour les Blancs, c'est aux États-Unis, c'est pas chez nous en Afrique. Donc, eux ne peuvent pas se faire prendre en charge. Donc, ce qui fait qu'il y a des résistances, et quelquefois. Est-ce là votre principale difficulté sur le terrain? Oui, c'est une de nos difficultés sur le terrain, la réticence des patients à se faire prendre en charge. Mais je pense qu'avec la nouvelle donne, le fait que maintenant, il y a la possibilité pour les cas asymptomatiques ou bien qui ont peu de symptômes d'être pris en charge à domicile, cela va peut-être briser cette résistance-là et les gens vont plus adhérer à la prise en charge qu'auparavant. Est-ce que la gratuité des soins n'intervient pas pour les convaincre? Ces cas qui sont assez moins coopératifs. Bon, on le dit que la prise en charge est gratuite, mais le fait d'être isolé, de quitter quelquefois leur habitation, leur entourage et d'aller quelque part rester pendant des semaines, moins de 2 semaines avant de revenir, c'est ça qui touche un peu psychologiquement ces personnes-là et qui n'arrivent pas à accepter souvent. Sinon, on leur dit quand même que la prise en charge est gratuite. Et certains le savent, mais malgré ça, ils refusent quelquefois même de coopérer. Est-ce qu'il y a un souci de prise de conscience aussi que vous notez sur le terrain? Oui, c'est ça. Il y a un souci de prise de conscience surtout. C'est ce qui explique même le relâchement au niveau du respect des mesures barrières. Parce que quand il y avait le coup-feu, qu'on avait levé le coup-feu, que les activités ont repris plus ou moins normalement, les gens pensaient que la maladie était partie, qu'il n'y avait plus la maladie, donc il n'y avait plus besoin de forcément porter les masques, de respecter les autres mesures barrières, tout ça. Donc, c'est fait qu'il y a eu cette recrudescence des cas dans les semaines qui ont suivi. Alors, parlons de sensibilisation. Trouvez-vous qu'il y a meilleure façon? C'est vrai, vous dites qu'il faut trouver de meilleures façons de le faire, mais quelles sont ces meilleures façons de procéder? Bon, c'est à nous tous d'y réfléchir. C'est à nous tous de réfléchir pour voir par quel canal on puisse toucher surtout les rumeurs. Il va falloir qu'on agisse beaucoup sur les rumeurs surtout, parce que c'est les rumeurs qui font que c'est sur ces rumeurs-là que les gens se basent souvent pour argumenter leur résistance par rapport à la prise en charge. Il va falloir que lorsqu'une rumeur
survient, surtout sur les réseaux sociaux, par rapport à cette maladie, on puisse rapidement mettre fin à cette rumeur en donnant la vraie information à la population, afin que les gens puissent savoir que savoir que ce qui est vrai ce qui est faux, et pouvoir prendre leurs décisions après. Tant qu'on y est, quelle est la dernière rumeur auquel vous avez été confronté? Et parce que c'est l'occasion aussi de pouvoir démonter cela. Bon, par exemple, il y a des gens qui disent que la prise en charge, par exemple, elle est payante, bien que les tests sont payants. En fait, les tests que nous faisons dans les centres de santé sont gratuits. On ne paie pas. Lorsqu'on veut, par exemple, il y a un cas suspect, par exemple, qui vient à l'hôpital, par exemple, et qu'on voit que cette personne est un cas suspect et qu'on veut le tester, on ne lui demande aucun franc. La personne ne paie pas avant qu'on lui fasse le test. Le test est payant seulement pour pour les voyageurs, ceux qui vont voyager, ceux qui arrivent de l'extérieur du pays, ou bien ceux qui vont partir, c'est ceux qui font le test à l'aéroport, c'est à cette personne-là que le test est payant. Sinon, dans les centres de santé, les tests sont gratuits et la prise en charge aussi est gratuite. Donc, quand quelqu'un sent des symptômes ou a une hésitation, est-ce qu'elle peut, de cœur libre, se diriger vers les centres de santé pour essayer de se faire dépister? Tout à fait. C'est ce qu'on recommande même. Une fois que vous sentez des symptômes qui ressemblent, ou bien qu'on reconnaît comme liés à la Covid-19, donc comme les maux de tête, la fièvre, la toux, l'éternuement, le mal de gorge, ou bien la perte de goût, par exemple. Dès qu'on a ces symptômes-là, il faut se diriger vers un centre de santé pour pouvoir bénéficier de ce test gratuitement et savoir si on a la maladie ou pas. Parce que si on est détecté tôt, on protège son entourage aussi. Et on se protège soi-même. Parce que, par exemple, si une personne a la maladie, par exemple, et qu'il y a des comorbidités, c'est-à-dire des maladies sous-jacentes, comme l'hypertension, le diabète, par exemple, bien les maladies rénales, bien un asthme, par exemple, lorsqu'ils ont le Covid en plus, ces personnes courent plus de risques de décéder rapidement qu'une personne qui n'a pas ces maladies-là. Donc, le mieux, c'est lorsqu'on présente ces symptômes-là, d'aller le plus tôt possible vers un centre de santé pour se faire tester. Et actuellement, quelle est l'affluence au niveau des laboratoires ou des centres de santé par rapport aux tests? Est-ce que c'est spontané ou il y a toujours une certaine résilience? Bon, il faut dire que certains viennent spontanément le faire, mais la plupart sont souvent réticents. Lors des consultations, lorsque on a ces symptômes-là, nous arrivons à les convaincre que c'est important, devant ces symptômes-là, d'éliminer cette maladie qu'est la Covid-19. Ces symptômes-là ressemblent un peu au palu. C'est-à-dire qu'ils disent quelquefois que c'est seulement le palu qu'ils ont, alors que ces signes-là peuvent être liés aussi à la Covid-19. Donc c'est en faisant ce test-là qu'on peut savoir si c'est vraiment un palu ou bien si c'est vraiment la Covid-19, ou bien quelquefois on peut avoir les deux en même temps pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire par la suite. Dans la frange de la population, quelle est la tranche d'âge qui est le plus concernée par ces cas d'asymptomatiques? Bon, je dirais que toutes les tranches d'âge on peut retrouver des cas asymptomatiques dans toutes les tranches d'âge, mais les sujets jeunes sont plus asymptomatiques que les sujets un peu âgés. Les plus autour de la cinquantaine et plus ont souvent des symptômes, contrairement aux sujets jeunes qui sont plus asymptomatiques. Cela est dû à leur système immunitaire. Oui, probablement. Probablement, ils ont un système immunitaire qui est plus performant que ceux qui sont un peu âgés, ce qui fait qu'ils développent moins de symptômes que les personnes âgées. Cela ne serait pas à la base, je dirais, du fait qu'il y ait une certaine hésitation à aller vers les soins de santé, les centres de santé, je dirais. Oui, c'est possible. C'est possible que ce soit parce que quand on n'a aucun symptôme, bien quand on a des symptômes légers de la maladie, on se dit qu'avec un simple paracétamol, une simple aspirine, ça va se gérer. On n'a pas besoin d'aller à l'hôpital pour ça. Et c'est peut-être quand ça devient sévère, quand on devient peut-être essoufflé, ou bien on sent une fatigue intense, qu'on va courir forcément vers l'hôpital. Donc quand on détecte quelquefois des personnes qui n'ont aucun symptôme, cette personne doute même que le test est vrai. Ils disent que moi je n'ai rien du tout, je suis en bonne forme, je ne sens rien du tout, et on me dit que je suis malade.
Alors que ça peut arriver. La plupart des cas que nous rencontrons, au moins 8 cas sur 10, ce sont des cas qui sont asymptomatiques ou bien qui ont peu de symptômes. Et comment arrivez-vous à les gérer, ces cas, ces 8 personnes sur 10? Bon, comme c'est toujours selon le protocole, ces personnes doivent être isolées. C'est la première chose à faire. Et ces personnes sont prises en charge au centre de traitement. Et selon le protocole qui est établi, et on les suit, on les teste. Et quand ces personnes ont des tests consécutifs qui sont négatifs, on les libère. Y en a-t-il beaucoup qui sont guéris à Djidogomé? Oui, il y en a beaucoup qui sont guéris. Comme dans tout le pays, actuellement, je crois qu'on a à peu près 1700 cas de guérison. Sur les 2400 cas à peu près qu'on a détectés dans tout le pays, il y a à peu près 1700 cas qui sont déclarés déjà guéris. Et sur ces 1700 cas qui sont guéris, quelle analyse faites-vous? Ça veut dire que, bon, quand même, notre système de prise en charge est quand même performant. Puisque à part ces cas sur ces 1700 cas, 1700 comme sur les sont à peu près, je ne sais pas combien, ça peut faire peut-être 80%, mais 80% de cas qui sont guéris. Quoique on est dans les normes par rapport à cette maladie. Donc je pense que c'est le système de prise en charge quand même performant. Et avec quoi est-ce qu'on fait cette prise en charge? Cette prise en charge se fait, le protocole qui est dans notre pays, pour moi c'est la chloroquine et l'azithromycine qui est utilisée. Et plus, comme le dit l'isolement, l'azithromycine et la chloroquine qui sont utilisés pour la prise en charge de ces personnes-là et qui sont suivies dans le temps jusqu'à ce qu'ils soient déclarés guéris. Alors pour ceux qui sont toujours dans leur maison et qui hésitent à aller vers les centres de santé, quel est le message que vous aimeriez partager avec eux? Le message que je leur dirais, c'est n'hésitez pas à vous rendre dans un centre de santé ou bien appeler votre médecin lorsque vous êtes devant un des symptômes, vous présentez un des symptômes de la COVID-19. Comme je le rappelle, les maux de tête, une fatigue, des courbatures, une toux, des éternuements, un mal de gorge, une perte du goût ou bien de l'odorat. Devant ces symptômes-là, il faut rapidement prendre en tâche avec un agent de santé pour qu'on puisse vous tester et savoir si c'est la COVID-19 ou pas. C'est vraiment important. Parce que si plus on traîne, plus on risque de contaminer notre entourage et plus il y a le risque de propagation de la maladie devient grand. Considérant qu'Adidogomé nous suit, en prenant en compte les statistiques que vous faites, dans quelles conditions les gens se font le plus contaminés ou touchés par ce virus? Et je pense que c'est quand on ne respecte pas les mesures barrières, c'est-à-dire qu'on est en groupe par exemple et que certains parmi nous, par exemple, certains ne portent pas le masque. Alors que c'est ce qui est recommandé, lorsque on est à 2 ou bien à 3 quelque part déjà dans le public, on doit porter le masque et respecter la distanciation physique d'au moins 1 mètre. Donc on remarque que d'abord les gens ne portent plus systématiquement les masques et le respect de la distanciation physique aussi n'existe pratiquement pas. Les gens sont attroupés, surtout dans les bars, et être ensemble, ils sont côte à côte comme ça, ils ne portent même pas les bavettes, ils sont ensemble, ils partagent un pot ensemble. Et alors que parmi eux, il peut y avoir des gens qui ont la maladie sans le savoir, ils sont asymptomatiques, mais ils ont la maladie. Ces personnes-là transmettent la maladie sans le savoir. Et après, quelques temps après, si il y a ces personnes qui sont un peu faibles, ils vont présenter des symptômes et quand ils vont aller à l'hôpital, on va détecter qu'ils sont positifs. Donc, c'est sur ces points-là qu'on doit beaucoup travailler. Le respect du port du masque et le respect de la distanciation physique, surtout dans les lieux publics. C'est vraiment important. Vous faites référence au rassemblement dans les bars. Est-ce que c'est souvent récurrent à Djidogomé? Ce n'est pas seulement à Djidogomé, mais pratiquement dans tout le Lomé maintenant, puisque les bars ont rouvert. Et il y a des endroits où c'est un peu respecté, il y a des endroits où carrément ce n'est pas du tout respecté. Les gens s'agglutinent autour de la boisson, ils ne portent pas le masque et ils ne respectent pas la distanciation physique. Ce n'est pas seulement à Djidogomé, pratiquement dans le Grand Lomé qu'on rencontre ça. Et c'est le lieu de davantage sensibiliser cette personne-là à prendre conscience que la maladie existe toujours. Que ce n'est pas parce qu'on est entre amis qu'on ne peut pas attraper la maladie. Parce que ce n'est pas marqué sur le front des amis que j'ai la COVID-19.
lorsqu'on est ensemble, on est en groupe, il faut respecter les mesures barrières, porter le masque et respecter la distanciation physique. C'est pour notre propre bien, pour le bien de notre entourage. La sensibilisation, on ne relâche pas la prise dessus, mais on note qu'il y a toujours un relâchement qui est là, bien précis. Mais que faites-vous, vous les équipes d'intervention rapide, par rapport à la commune ou aux maires qui sont là pour gérer les cas de récidive qui sont dans les bars ou autres lieux publics? Je pense que les maires sont également sensibilisés sur cet état de fait, et le non-respect des mesures barrières dans les marchés, dans les bars. Et quelquefois, il y a des maires même qui sont intervenus pour pouvoir, comment on appelle, fermer certains bars dans lesquels on a remarqué qu'il n'y a pas de respect des mesures barrières. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un dispositif de lave-mains pour les usagers de ces bars-là. Les gens ne respectent pas la distanciation physique dans les bars, ils ne portent pas de masque et il y a une complaisance de la part des tenanciers de ces bars-là qui laissent faire. Lorsque les maires sont saisis de ces cas-là, je pense qu'ils n'hésitent pas à appeler la FOSAP à pouvoir arrêter cela et quelquefois même à fermer ces bars-là. Et cette mesure ne devrait-elle pas être appliquée sur toute l'étendue du territoire? Oui, je pense que tout le monde, on doit quelquefois sévir pour que les gens prennent conscience. Donc, je pense que tous les maires doivent suivre également l'exemple, doivent être davantage sur le terrain et nous aider aussi, nous les agents de santé, à pouvoir réglementer, à faire respecter les recommandations du gouvernement en matière de respect des mesures barrières dans les lieux publics. Et que comptez-vous faire pour contenir le virus, bien la propagation de ce virus-là dans votre secteur qui est le Golfe 7? Donc, l'arme qu'on a, c'est la sensibilisation, comme je le disais, sensibilisation de la population et aussi le respect des mesures barrières par tout le monde. Tout le monde doit se dire si je dois tout faire pour que le virus, la Covid-19 ne passe pas par moi. En faisant quoi? En respectant les mesures barrières, c'est-à-dire se laver régulièrement les mains, aller à l'eau au savon, porter le masque lorsqu'on est en public, éternuer ou bien tousser dans le creux du coude ou bien dans un mouchoir. Et lorsqu'on tousse ou bien on éternue, et lorsqu'on utilise un mouchoir, on n'utilise qu'une seule fois, c'est à usage unique, après on le jette et on se lave les mains. Et c'est vraiment important. Et respecter aussi la distanciation physique de moins 1 mètre entre nous. C'est vraiment important. C'est seulement en faisant cela qu'on pourra réduire le nombre de cas positifs dans la communauté et ainsi vaincre cette maladie. C'est vrai que je reviens souvent sur cette question-là. On y a déjà répondu tout à l'heure, mais on revient dessus quand même. Pour cette sensibilisation, le message qui passe en boucle sur les médias ou à chaque niveau dans les marchés et que sais-je encore, mais il n'empêche qu'il y a le relâchement ou bien la négligence des uns et des autres. Pour les cas auxquels vous avez été confrontés à Dido Gomé, en tout cas dans l'exercice de vos fonctions, quelle est la meilleure façon de pouvoir atteindre votre cible par rapport à la sensibilisation? Je pense que la sensibilisation de proximité va beaucoup marcher. C'est-à-dire discuter avec les gens, leur parler de l'importance du respect des mesures barrières et puis également enlever de leur tête les rumeurs qui polluent leur pensée par rapport à l'existence de cette maladie. Et je pense que c'est en discutant avec eux tout le temps. Et peut-être que c'est pas du coup on va les convaincre une seule fois pour de bon, mais peut-être en répétant cela avec eux, en discutant régulièrement avec eux sur le respect des mesures barrières et l'importance de le faire par rapport à eux-mêmes et par rapport à leur famille. Parce que en respectant les mesures barrières, on se protège contre cette maladie et on protège également nos familles aussi. Parce que si on sort dehors et qu'on par exemple ne porte pas le masque et qu'on va en public sans porter le masque, on attrape la maladie et qu'on revient à la maison. Il y a nos enfants, il y a la femme à la maison, il y a les autres parents à la maison. On est avec eux, on ne porte pas encore le masque, on ne fait pas de distanciation physique avec eux. On est en train de les contaminer aussi. Donc ça veut dire que la maladie va continuer à perdurer dans la population et vraiment ce sera une charge pour tout le monde, aussi bien pour les familles que pour le pays aussi. Donc c'est ça qu'on doit arrêter.
Et on pense qu'on peut y arriver si tout le monde y met du sien. Chacun se dit, moi, je dois tout faire pour que la Covid-19 ne passe pas par moi. Il faut que je fasse tout pour pouvoir respecter les mesures barrières. Et petit à petit, si chacun fait de son côté, je pense qu'on arrivera à pouvoir vaincre cette maladie. Puisqu'actuellement, il n'y a pas un vaccin pour ça, pour traiter cette maladie. Il n'y a que ça, le respect des mesures barrières qu'on a actuellement comme moyen de prévention de cette maladie. Ce message n'est-il pas vicié quand on sait qu'au préscolaire, les enfants ne portent pas des masques? Oui, c'est vrai. Les enfants en préscolaire, les bas âges, le port de masque n'est pas obligatoire chez ces enfants-là parce que vu leur âge et puis leur fragilité, et leur dit de porter le masque durant une longue période, ça pourrait avoir des effets sur ces enfants-là. Donc, on ne recommande pas forcément l'usage systématique des babettes chez les enfants de moins de 5 ans, les enfants dans le préscolaire. Mais ce qu'on recommande, et surtout, c'est la distanciation physique. Que ces enfants, on fasse tout pour qu'ils puissent respecter la distanciation physique entre eux lorsqu'ils sont à l'école. Et puis, le lavage régulier des mains aussi. Puisque les enfants touchent souvent des choses un peu partout. Lorsque ces enfants vont respecter le fait, vont se laver régulièrement les mains et essayer de respecter la distanciation physique aussi entre eux à l'école, on pense qu'on va réduire au maximum le risque de contamination dans les écoles. Ces propos sont vraiment théoriques, quand on sait que dans la pratique, les enfants se touchent. Tout à fait. On sait que c'est difficile à appliquer. Même le port de masque, même pour les adultes, c'est difficile. C'est quelque chose de nouveau pour tout le monde. Mais petit à petit, on doit y arriver. On sait que c'est difficile que les enfants puissent être ensemble et ne pas se toucher, tout ça. Mais c'est bon. L'essentiel, si au moins il arrive à respecter le lavage des mains et comment on appelle entre eux et à être surveillés par leurs enseignants, bien leurs maîtresses par exemple. Je pense qu'on va réduire quand même le risque de beaucoup à ce niveau. Y a-t-il un moyen de prévention contre ce virus, la propagation de ce virus-là, quand on s'imagine que dans des zones, il y a une forte propension, c'est-à-dire cibler certaines écoles ou se dire qu'il y a une zone qu'on peut prendre dans le viseur et voilà, mettre des actions en branle pour que cela puisse être vraiment contenu? Bon, le moyen de prévention de la maladie, à part les mesures barrières, c'est l'isolement des cas confirmés qu'on détecte rapidement. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un dans une école, dans une communauté, par exemple, présente déjà des symptômes qui est de suspect de la maladie, cette personne se fasse tester rapidement, qu'on puisse l'isoler pour que la maladie ne se propage pas dans la communauté. Et aussi, comme je le dis, les mesures barrières. Donc les deux là, mesures barrières et isolement rapide des cas suspects, mais des cas confirmés, ce sont les deux armes qu'on a actuellement pour pouvoir prévenir cette maladie. Prévenir ou bien réduire la propagation de cette maladie. Alors qu'avez-vous à dire? Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Pour toucher la sensibilité de tout un chacun, de ceux qui nous suivent, à Didogomé, je le précise, dans le Golfe 7. Qu'est-ce qui reste à savoir sur ce virus, selon vous? Bon, je pense que beaucoup de choses ont été dites sur ce virus. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas? Mais ce que je pense qui est important à garder à la fin de cette émission, c'est que il faut que on retourne à ce qu'on faisait avant, lorsqu'on était au moment lorsque la maladie a commencé et qu'il y avait les coups-feu. Et en ce moment, on a constaté en ce moment que les gens respectaient les mesures barrières. Il faut qu'on retourne à cela. Donc on reprenne l'usage systématique du masque lorsqu'on est en public et qu'on se lave régulièrement les mains, soit à l'eau et au savon, ou soit quand on n'a pas ça, avec du gel hydroalcoolique, et signaler tout cas de suspect de la Covid-19 à un agent de santé pour que ces personnes puissent être prises en charge rapidement et ainsi réduire la propagation de la maladie dans la population. Docteur Eric Niassonou, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis chez vous à la maison. Restez fidèles aux nôtres sur la chaîne qui transforme vos vies.